Je suis Thibaut Catry, ingénieur de recherche en télédétection à l'IRD dans l'UMR Espace Dev à la Maison de la télédétection de Montpellier. Et je vais vous présenter quelques résultats sur l'étude de la dynamique hydrologique des plaines d'inondation amazoniennes par imagerie SAR. Donc c'est moi qui présente, mais c'est un travail qu'on fait en équipe avec pas mal de collègues, donc j'en tire pas tout le crédit, loin de là. Donc simplement pour contextualiser, les plaines d'inondation en Amazonie sont des grands réservoirs de biodiversité et de ressources, que ce soit les ressources en eau, des ressources en poissons, et éventuellement des ressources électriques aussi pour tout ce qui est implémentation de barrages. Et donc, ces plaines, elles ont une importance qui est vitale pour les communautés locales et un rôle économique fort. Et cette productivité des plaines, elle est très fortement liée à leur dynamique hydrologique et à la grande variabilité des types de plaines d'inondation. Il y a aussi une grande variabilité des dynamiques spatiales et temporelles. Donc finalement, il y a vraiment un intérêt à comprendre et à connaître la distribution, le fonctionnement et la dynamique de ces plaines. Et on a pas mal de projets à l'IRD et à l'UMR Espace Dev actuellement qui s'intéressent à ces aspects, que ce soit des projets BONDS qui s'appellent BONDS Saberes ou des projets TOSCA financés par le CNES. Et donc on a un intérêt particulier pour le rôle des données d'observation de la Terre, en particulier SAR, pour travailler sur ces zones-là, puisque, étant des zones en contexte tropical, on a des ennuagements qui sont très forts et d'emblée, on s'est orienté vers l'utilisation du SAR, puisqu'on travaille avec ennuagement fort et sur des dynamiques hydrologiques. Donc, l'outil SAR, par définition, était particulièrement adapté. Donc, le contexte vient également du fait qu'on a pas mal de collègues qui travaillent en modélisation et qu'il y a des produits globaux actuellement qui existent pour caractériser les dynamiques hydrologiques. Donc, on avait la volonté de confronter nos approches avec ces produits et ces aspects modélisation pour voir ce qu'on pouvait faire avec l'observation de la Terre. Suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de cet objectif, on a mis au point une chaîne automatisée de cartographie des extensions d'inondation et des hydropériodes dans les plaines d'inondation à partir des séries temporelles Sentinel-1. Donc, ce que j'appelle hydropériode, finalement, c'est la récurrence de la présence d'eau sur les pixels qui sont dans les zones qu'on étudie. Et donc, on a testé ça sur une zone d'étude qui est assez grande, qui tient sur 6 tuiles Sentinel-1. Et on a testé sur des séries temporelles annuelles pour commencer, donc sur environ, on va dire, entre 180 et 200 tuiles Sentinelle, via une chaîne de traitement qui est développée sur Python, avec 3 grandes étapes qui sont présentées ici, pour lesquelles je ne vais pas donner trop de détails, mais toute une partie pré-traitement, une partie qui est la mise en place d'un seuillage dynamique avec une approche par multi au-dessous, et toute une partie de validation qui capitalise sur les connaissances précédentes qu'on a sur la zone, notamment des données in situ, des résultats de modélisation et l'utilisation de Sentinel-2 pour nous aider à valider nos sorties. Donc voilà, cet algo est sur un Git, donc si jamais vous êtes intéressé pour accéder au Git, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous donner les informations pour vous accéder au Git. Donc cette cartographie d'étendue d'eau et de récurrence des inondations, elle est ici illustrée avec un résultat sur l'année 2017-2018. Je m'excuse pour la petite faute, à droite c'est MNDWI, pas MNDI. Donc à gauche, vous avez le résultat extrait de Sentinel-1 pour lequel on a en dégradé de bleu la récurrence de la présence de pixels en eau sur une année complète. Donc ce type de carte nous permet finalement de cartographier l'extension maximum de l'inondation et de savoir comment se répartit l'hydrologie et les périodes hydrologiques dans la zone, à savoir quelles sont les zones particulièrement inondées et qui sont finalement en permanence inondées, les zones qui sont inondées de manière plus sporadique. Et tout ça, c'est très intéressant en termes de connectivité hydrologique sur ces lacs et sur ces plaines d'inondation, puisqu'en fait, il y a pas mal de travaux qui s'intéressent au lien entre la dynamique des grands fleuves et la dynamique des plaines, et où finalement, pendant longtemps, on a cru que plus on était proche des fleuves, plus on était souvent inondé, et finalement, il apparaît que la dynamique est beaucoup plus complexe que ça. Alors finalement, notre question, elle est un peu double, parce que c'est effectivement, je vous parle d'eau, mais en réalité, je devrais vous parler d'eau libre, dans le sens eau non végétalisée, puisque ce qui nous intéresse beaucoup pour estimer des volumes d'eau et notamment estimer la ressource d'eau disponible, c'est de détecter l'eau sous la végétation. Et ça, voilà, la théorie nous dit que la bande C de Sentinel-1 est clairement pas le capteur le plus adapté pour faire ce genre de détection. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de capitaliser au maximum sur Sentinel-1 et de combiner ça avec d'autres capteurs, notamment Sentinel-2, puisqu'on voit sur Sentinel-2, notamment avec des MNDWI, que si on utilise la bande 11 ou la bande 12 de Sentinel-2, on a des informations qui sont assez différentes. Et on identifie des zones qui sont caractérisées par des signaux spectraux qui pourraient correspondre à des niveaux d'inondation différents, et en tout cas la présence peut-être de végétation de surface. Donc ça, c'est des choses qu'on teste actuellement, et notamment, on intègre aussi des sources de données complémentaires. On intègre des archives PALSAR, on a accès à quelques tuiles par PALSAR 2 avec des emprises très limitées, mais tout de même
Pulsar 2, avec sa bande L, est quand même une donnée qui est assez fantastique en termes de pénétration du couvert forestier pour identifier de l'eau sous-jacente. Et on travaille également avec des données Landsat, avec des données LIDAR qui commencent à être disponibles sur la zone sur laquelle on travaille. Donc tout ça, c'est les travaux qu'on mène en ce moment. Et on a aussi, l'idée, c'est de comparer notre méthode avec ce qui se fait de manière globale actuellement, notamment le Global Surface Water de Peckel et de l'ESA, où on montre que finalement, la répétitivité temporelle de Sentinel, elle permet, en tout cas, si on travaille sur l'eau libre, de beaucoup mieux caractériser la récurrence de la présence d'eau que ce que fait Peckel. C'est ce que vous voyez à droite sur cette slide. On a des très grandes différences entre notre résultat et ce que fait Peckel, ce qui est logique puisque le GSW est basé sur des séries temporelles Landsat, donc, qui, avec les nuages, en général, donnent 4 à 5 images par an. Donc, c'est difficile de faire de la répétitivité avec seulement 4 ou 5 images sur une année. Et on utilise ces résultats issus d'observation de la Terre dans des modèles. On essaye de capitaliser au maximum sur la diversité des capteurs qui sont actuellement disponibles. Et finalement, notre besoin qui est vraiment prégnant en ce moment, c'est de l'accès à de la bande L, parce que pour travailler sur l'inondation, il y a plein d'études qui ont montré que la bande L était le capteur le plus adapté pour caractériser l'eau sous la végétation. Donc, slide suivant. Les perspectives pour nous, finalement, c'est vraiment d'accéder à cette bande L, c'est de savoir comment on peut réussir à accéder de manière plus efficace à de la bande L. Alors, on discute beaucoup avec l'Ajaxa qui finalement met à disposition Pulsar 2 et c'est très compliqué parce que tout ce qui les intéresse, c'est de vendre de la donnée. Donc, on a vraiment difficilement accès à des données en bande L. Et quand on a accès à des données, c'est des emprises très limitées avec des répétitivités temporelles très faibles. Donc, c'est assez peu adapté à ce qu'on veut faire. Donc, on a vraiment un besoin à ce niveau-là et je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent éventuellement entrer dans le cadre de Dynamis. Le problème, c'est que c'est un besoin qui n'est pas forcément très, on va dire, qui réunit beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est toujours une difficulté avec le radar en général et avec cette bande L en particulier. Donc, on essaye de montrer un peu la générosité de l'approche en étendant cette approche à plein de zones. On a travaillé sur Madagascar, on a travaillé sur d'autres sites au Brésil, on a travaillé en Argentine. Et on essaye de montrer l'intérêt de développer des approches basées sur Sentinel en complément de d'autres capteurs. Et donc voilà, l'intérêt pour moi du dispositif Dynamis, c'est de pouvoir accéder à d'autres types de données, notamment la bande L, mais on n'est pas du tout fermé. Même de l'optique, pour nous, il y aurait une plus-value d'accéder à des données optiques.